La transition énergétique, les défis pour le transport frigorifique. Alors, vous le savez, la continuité de l'approvisionnement alimentaire en Europe, tout en respectant la chaîne du froid, suscite des interrogations. Pourra-t-on continuer à nourrir l'Europe en respectant la chaîne du froid? Grande question. Bien que les constructeurs de véhicules industriels développent des solutions, c'est ce qu'on verra dans un instant dans la première partie, reste à savoir si celles-ci sont conformes aux contraintes réglementaires et législatives, des contraintes d'ailleurs qui ne cessent de bouger, comme on a pu le voir notamment lors des conférences hier, et si elles bénéficient du soutien du réseau d'avitaillement approprié. Alors, nous allons tenter d'apporter des réponses à l'ensemble de ces questions avec des experts du transport et de la logistique frigorifique. Mais avant toute chose, je vais laisser la parole à Jean-Marc Platereau, donc président de Transfrigoroute France. Quelques mots d'introduction avant d'accueillir nos invités, nos experts, donc avant de débattre justement sur les questions que j'évoquais à l'instant. Jean-Marc, c'est à toi. Merci pour l'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à cette conférence, donc la transition énergétique, les défis du transport frigorifique. Alors, nous sommes rentrés, on peut dire, on est déjà dedans, on est rentré dans une période de transition énergétique historique. La planète, notre planète, nous rappelle à l'ordre. Très clairement, les impacts des variations climatiques sur notre monde sont de plus en plus d'actualité et nous devons réagir. Les gouvernements réagissent, écrivent des feuilles de route, légifèrent. Le mouvement est inéluctable, il n'y a pas de solution universelle, on va devoir s'adapter. Les transporteurs vont devoir basculer d'un 100% gasoil à un mix énergétique qui vraisemblablement sera composé de biocarburants, d'électricité et vraisemblablement demain d'hydrogène. Mais que faire d'un véhicule gaz si je n'ai pas de station gaz? Que faire d'un véhicule électrique si je n'ai pas de borne de rechargement? Donc vous l'avez bien compris, les réseaux d'avitaillement en énergie vont être cruciaux pour les années à venir. Alors les constructeurs amènent leur lot de solutions, on le voit bien aujourd'hui à Solutrans. Les villes aussi réagissent et on voit fleurir un peu partout en Europe des ZFE qui amènent leur lot de contraintes. Alors vous allez me dire dans tout ça, mais quid du transport frigorifique? C'est quoi le transport frigorifique? Alors déjà, pour bien poser ce sujet, il faudrait peut-être rappeler sa raison d'être, l'une de ses principales raisons d'être. Le transport frigorifique a pour mission de garantir en toute sécurité l'accès à la diversité alimentaire pour l'ensemble des populations. C'est un vaste sujet. Et pour y arriver, l'ensemble des transporteurs frigorifiques mettent en œuvre des camions composés de caisses isothermes, elles-mêmes équipées de groupes, on va dire groupes frigorifiques qui peuvent fonctionner à des énergies électriques, cryogéniques, thermiques, voire d'autres. Et en fin de compte, pour le transport frigorifique, il y a double transition énergétique. Il y en a une pour la mobilité du véhicule, le camion, et il y en a une seconde pour le système de réfrigération. Alors nous voyons rentrer tous les jours des camions dans l'ensemble de nos villes pour alimenter l'ensemble des populations. Devons-nous nous poser une question? Est-ce qu'il serait possible d'imaginer que chaque ville ne soit pas alimentée pendant 3-4 jours? À titre d'exemple, une ville comme Paris qui ne serait plus alimentée pendant plus de 3 jours verrait l'ensemble de ses rayons vides. Alors, très clairement, ce n'est pas la solution. Et on va devoir, tous les transporteurs frigorifiques vont devoir travailler à rentrer dans leur transition énergétique en travaillant sur 2 axes majeurs et en répondant à 2 questions. La première, c'est comment rentrer dans un mix énergétique intelligent. La deuxième, ça va être de comment continuer à garantir l'approvisionnement de nos centres-villes en répondant à toutes les contraintes qui s'imposent aujourd'hui. Alors la conférence dans laquelle nous allons rentrer aujourd'hui, je l'espère, va permettre de répondre à un certain nombre de questions, à bien poser le problème, et je l'espère aussi, permettre à l'ensemble des parties prenantes de mieux travailler ensemble. Alors bonne conférence, et merci à vous. Je laisse la parole maintenant à Hervé. Voilà, merci Jean-Marc. On va rentrer, comme tu le disais, donc, dans le vif du sujet. Il y aura donc 3 grandes parties. On parlera bien sûr transition énergétique, vous le devinez. Que préparent les constructeurs d'utilitaires et poids lourds, donc véhicules industriels? On évoquera assez largement aussi la pression législative. Jean-Marc en parlait à l'instant. Comment concilier justement ces ambitions écologiques et les approvisionnements des villes en denrées alimentaires? Et une troisième partie, on reviendra sur un point très important, vous le savez, ce sont les infrastructures d'avitaillement et également de recharge. Comment accompagner donc le déploiement des nouvelles énergies?
Alors je vais demander pour cette première partie, donc pour la partie constructeur, à Gilles Boster, responsable direction marketing et communication Scania France, de venir me rejoindre. Stéphane Pommier, direction commerciale grand compte de Daimler Truck France. Laurent Debias, donc de Thermo King. Et Franck Giraud, directeur des ventes de Total Energy. Messieurs, bonjour. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Transfigoroute. Alors, oui, je vais attendre que tout le monde se... Merci. Donc, première partie, transition énergétique. Quelle solution pour décarboner le transport routier? Que préparent justement les constructeurs de véhicules industriels? Avec des questions en suspens, l'absence de visibilité dans le schéma directeur qui crée justement de la confusion pour les transporteurs et des incertitudes également pour les constructeurs VI, sans oublier la complexité des camions frigorifiques, vous le devinez, qui nécessite, comme le disait Jean-Marc Platéreau à l'instant, une double motorisation de production de froid. Alors, on va commencer par Gilles Boster, donc directeur marketing et communication de Scania France. On en parlait justement, Solutrans est l'exemple parfait donc, de ce qui est proposé à travers les stands d'exposition de véhicules. Donc des gammes assez complètes, on est assez sur l'électrique également pour répondre bien sûr aux objectifs CO2 qui se sont durcis d'ailleurs hier. Avec un vote final concernant, donc en plénière, de nouveaux objectifs CO2 encore plus drastiques, on va dire. Gilles Boster, c'est quoi aujourd'hui? On tend vers l'électrique sur un mix énergétique? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas déjà une énergie qui va se substituer intégralement au diesel. Il y a une densité énergétique dans le diesel qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs. Donc on est obligé, et c'est ce qu'on développe, de mettre sur le marché un bouquet d'énergie que nos clients transporteurs utiliseront pour telle ou telle application. Je crois qu'il faut vraiment dire pourquoi on fait les choses. Si on décarbone, il faut qu'on décarbone totalement. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, par exemple, puisque tu parlais, Hervé, de véhicules électriques, si on recharge de les batteries avec de l'électricité qui est produite avec du charbon, ça n'a aucun intérêt. Alors non seulement ça n'a aucun intérêt, mais c'est pire que tout. Donc en fait, quand on dit qu'on décarbone, et c'est dans cette optique qu'on développe nos produits, on décarbone. On regarde en fait l'analyse de cycle de vie du moment, de la manière dont on produit l'énergie jusqu'au moment où on l'utilise dans les roues. Un autre exemple, l'hydrogène. Je ne sais pas si vous avez suivi notre communication, on est assez pauvre, pour pas dire pratiquement absent, sur la partie hydrogène, bien qu'on regarde et on a des essais en cours. Pourquoi? Parce que 97% de l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui, c'est de l'hydrogène brun qui est obtenu par vaporeformage du CH4, du méthane. Et en gros, pour produire 1 kg d'hydrogène, on produit 10 kg de CO2. Donc pour nous, on dit aujourd'hui, ce n'est pas une solution. Alors évidemment, on regarde ce qui se passe. On est en train de regarder si on ne peut pas utiliser l'hydrogène à la place du gaz, par exemple, dans les moteurs comme carburant, avec des rendements qui ne sont pas bons. Mais voilà, c'est ce qu'on se dit. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est quand on met une nouvelle solution sur le marché, il y a deux conditions. La première, c'est celle que je viens d'énoncer, c'est qu'il y a un bilan positif sur les réductions de CO2, sur le cycle de vie du véhicule, et deux, que ce soit profitable pour le transporteur. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que ce soit seulement les constructeurs et les transporteurs qui prennent à leur charge le différentiel de prix de ces véhicules-là. Et puis il y a une troisième aussi condition, c'est que nous mettrons sur le marché ce que vous, transporteurs, voudrez bien nous acheter, mais aussi ce qu'on nous autorisera de mettre sur le marché. Si demain on nous dit 1er janvier 2024, vous n'avez plus le droit de vendre de véhicules diesel, même si vous voulez du véhicule diesel, on ne pourra pas. Alors pour décarboner, il y a trois façons. Tu voulais que je... Non. Pour décarboner, il y a trois façons de le faire. On peut avoir de l'efficacité énergétique. Par exemple, les derniers moteurs diesel qu'on a mis sur le marché, super, qui promettaient 8% d'économie de carburant, qui sont plus à 10-12%, ça permet donc d'économiser 10 à 12% d'émissions de CO2. La deuxième chose, c'est d'essayer d'optimiser les transports, évidemment, éviter les allers-retours à vide, conseiller aussi les conducteurs sur la façon dont ils ont de conduire les camions, puisque toutes les 10 minutes, on envoie dans les cabines des messages pour dire exactement comment on conduit le camion, comment on peut le conduire encore mieux. Et puis le troisième volet, c'est effectivement les énergies alternatives. Alors pour ça, on a un panel assez large. On part du HVO, du diesel synthétique, on a du biogaz, on a du B100, du biodiesel, qui peut être à la fois B100 ou B100 exclusif. Donc on peut mettre des capteurs pour pouvoir certifier qu'on a et garantir qu'on n'utilise que du B100, et du coup on a accès
vignettes critère 1 plus le suramortissement. On a des véhicules biogaz, biométhane, à la fois en GNL et en GNC. On a véhicules hybrides, diesel ou biodiesel et électrique. Et enfin, les véhicules électriques. Pour terminer, je dirais que, pour être très clair, notre ambition, parce qu'on y est aussi poussé, c'est qu'en 2030, la moitié des véhicules que nous vendons sera électrique. L'autre moitié sera composée de véhicules HVO, gaz, biodiesel. Alors on parlait beaucoup de contraintes et des objectifs CO2 déjà pour vous constructeurs. On ajoute tout ce qui est ZFE qui en découle aussi directement et indirectement. On peut penser avec ce mix énergétique avant tout des adaptations, on va dire, suivant les réglementations, notamment je pense pour les ZFE. Oui, tout le temps. Alors, si vous voulez, les ZFE, c'est une longue histoire. Quand vous regardez comment sont faites les ZFE, la réglementation de ZFE, il y a un mélange à la fois entre des obligations techniques. Si vous êtes gaz, vous êtes forcément, quelle que soit la classe euro, vous êtes forcément critère 1. Mais si vous êtes diesel, il faut être absolument euro 6 pour avoir le critère 2. C'est-à-dire qu'on mélange à la fois une contrainte, une obligation technique, et quelquefois on dit il faut atteindre un certain niveau d'émission. Et ce qu'on dit, nous, c'est on aimerait bien que le gouvernement nous laisse, nous industriels, décider quelle technologie, que le gouvernement ou le législateur fasse exactement ce qu'il fait pour les normes euro, c'est de nous donner des limites qu'on atteindra avec les technologies qu'on peut mettre sur le marché et qui répondent aux deux principaux critères que j'ai énoncés tout au début. Si on pouvait avoir une visibilité et une stabilité à la fois des aides pour accéder à ces technologies et une stabilité dans la législation et dans la mise au point et la mise en place de ces normes, ce serait un grand pas en avant. Et on disait donc, est-ce que c'est pas un peu une double peine également, puisque du coup pour les transporteurs frigo, du coup il y a le véhicule, donc la réglementation, plus tout ce qui est équipement froid. Est-ce que justement il n'y a pas plus de contraintes pour lorsque vous concevez, produisez donc des véhicules destinés aux transporteurs frigo? En fait, on est en étroite collaboration avec les transporteurs, avec les carrossiers, pour justement, et les transporteurs, mais avec les carrossiers pour pouvoir développer des véhicules qui soient compatibles et qui soient interfaçables les uns aux autres sans problème. On a d'ailleurs des journées en Suède avec des carrossiers pour leur présenter, donc c'est toujours sous NDA, donc vraiment c'est confidentiel, mais on dit voilà ce quoi on veut aller, qu'est-ce que vous pensez, quelle est l'utilisation, on est obligé de faire ça. Maintenant je me mets à la place des transporteurs, quand je vois la complexité des défis qu'il y a en face d'eux, à la fois pour choisir les nouvelles technologies, et là on est là pour les y aider, mais aussi pour exploiter leurs véhicules. Fin 2024, normalement, il va y avoir 43 ZFE en France, qui n'ont pas les mêmes réglementations. Il y en a 270 en Europe. Et on se dit, mais comment est-ce qu'un transporteur arrive à jongler, à savoir quand est-ce qu'il peut charger, décharger? Puis en même temps, on s'aperçoit que le législateur, et Jean-Marc Platereau le disait tout à l'heure, il s'aperçoit que s'il met trop de contraintes sur les ZFE, finalement, peut-être qu'il y aura une décision de ne plus aller dans les ZFE, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire de bâtiments, plus évacuer les ordures, plus amener la nourriture sur les sites. Et ça, je pense que c'est une grosse question. Alors, les constructeurs sont là, donc on le voit ici à Solutrans avec des gammes complètes. Stéphane Pommier, alors les produits sont là, il y a donc plusieurs gammes mix énergétiques. Alors vous dites qu'il y a encore du chemin à faire avec du travail avec les carrossiers. Vous dites un copier-coller d'un diesel avec un électrique, c'est pas possible. Oui, bonjour à tous. C'est un petit mot qu'on passe maintenant. On passe dans un nouveau monde, qu'il soit électrique ou hydrogène, ce sera un autre monde encore. Et la photocopie est interdite. On ne peut pas photocopier une activité diesel en électrique sans repenser un grand nombre de choses, au moins les vérifier. Et on s'aperçoit que plus on vérifie, et plus il y a des choses à refaire. Donc pour imager ça, vous avez des activités qu'on ne saura pas faire en électrique. Vous avez des activités qu'on ne saura pas faire en hydrogène. Donc le mix énergétique, Gilles évoquait 2030, nous on est un peu plus ambitieux, mais je rejoins les 50%. On évoque 60% pour Daimler, Mercedes, de véhicules massivement électriques. C'est 60% et un peu d'hydrogène, mais ça veut dire encore 40 ou 50% de véhicules avec des applications diesel.
Et la raison de ça, c'est que vous avez encore aujourd'hui des cas d'application, pour vous, de vos applications, qu'on ne sait pas faire en électrique. Et on ne saura pas le faire avant un grand moment, parce que pour imager ça, les véhicules électriques, on a commencé par les véhicules urbains, avec 100, 150 km, c'était il y a 3 ans, 4 ans. On est passé sur l'interurbain avec des porteurs, allez, disons jusqu'à 300, 400 km. On a suivi la technologie des batteries. Donc plus les batteries nous en apportent, plus on est capable d'étendre les véhicules. Ça, c'était le passé. Aujourd'hui, beaucoup de constructeurs vous proposent des tracteurs régionaux avec 400, 500 km en électrique. C'est parce qu'on a pu avoir des technologies de batterie qui nous permettent d'augmenter. Mais ça va s'arrêter à un moment donné. Les batteries, elles ont des évolutions, ça c'est très clair. Mais pour d'autres applications, eh bien, vous auriez l'autonomie, mais vous n'auriez pas, par exemple, la charge utile. Vous auriez l'autonomie, mais vous n'auriez pas le volume. Donc, il y a des cas d'emblée aujourd'hui où on sait qu'actuellement, sur les 10 années qui viennent, on n'aura pas de solution électrique. L'hydrogène va arriver, nous on le situe vers 2028, avec aussi d'autres contraintes, d'autres applications, et l'hydrogène ne fera pas tout. Il ne se substituera pas à l'électrique, il remplacera certainement des véhicules diesel, ça c'est très clair, mais pas tout. Donc c'est deux nouveaux mondes, on en a un qui est tout de suite maintenant, et qui est déjà drôlement challengeant pour nous, parce qu'il faut tout refaire. On a évoqué tout à l'heure avec les fabricants de semi-remorques, même les empattements des SMI peuvent avoir une influence sur un tracteur. Donc ce sont des points qu'on redécouvre avec plaisir, parce que je trouve que on a peu de chance dans sa vie de découvrir un nouveau monde. C'est le cas, beaucoup de choses à faire. Dans certains cas, ça se fait. Dans certains cas, il faut repenser les tournées, il faut repenser l'aménagement même des sites. Donc ce sont des travaux qui prennent du temps. Et il y a des cas, je le redis, où on n'a pas de solution. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Alors Stéphane, pour revenir un petit peu au secteur frigo, pour les véhicules, il y avait déjà initialement un travail assez important, puisque les équipements, on le sait, sont riches. Il y a toujours, si c'est un problème, ce souci de l'autonomie qui devient double, puisque sur un véhicule électrique frigo, il y a donc la motorisation, comme disait Jean-Marc, mais aussi l'équipement. Oui, clairement, si on prend le cas d'un porteur, le groupe frigo a du sens que si lui-même est décarboné. Donc l'énergie, vous la trouvez sur le porteur. Ça va venir effectivement grignoter, en quelque sorte. J'aime bien le terme grignoter parce que c'est plutôt ça. C'est pas si violent que ça, mais c'est vrai, un groupe frigo va venir prendre un peu de l'autonomie du véhicule. Donc il y a des résultats, on a maintenant de très bons résultats. C'est pas non plus si dramatique que ça. Il faut être tout à fait honnête. Les consommations que l'on a, avec les retours que l'on a de véhicules carrossés frigo, le groupe frigo prend un peu, mais pas tant que ça. Alors on le voit, la transition énergétique, on va avoir de plus en plus besoin d'outils pour mieux comprendre, également appréhender on va dire cette transition, cette mutation pour tout le monde, hein, vous en parliez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous proposez des outils, notamment donc pour vos clients, pour simuler des parcours frigo. Vous pouvez nous en parler, c'est important ça. Oui, je pense que c'est même le point d'entrée. C'est-à-dire que vous avez transporteurs, certainement des clients, qui, au vu du développement des constructeurs, avec des solutions plus régionales, vont vous demander peut-être d'étudier un transport décarboné électrique. Ce que nous, on vous propose, c'est de démarrer par une simulation du parcours. Si vous connaissez les tournées, un des points d'entrée de l'électrification d'une tournée, ça va être bien sûr l'autonomie. Et de l'autonomie, on va aussi en déduire un temps de disponibilité de votre véhicule. Si vos véhicules n'ont qu'une heure ou deux à s'arrêter, il faut mettre en face un temps de charge qui corresponde à ça. Du temps de charge va correspondre une installation électrique de chargement et un coût. Si on n'a pas fait ça, si on n'a pas fait la simulation pour voir si ça passe à 0 degré dehors, à 20 degrés dehors, s'il faut ravitailler, biberonner sur le parcours, il est extrêmement difficile de se projeter et de mettre un coût de transport en face. Il est bien évident qu'il y a le coût du véhicule, mais ce n'est pas uniquement le coût du véhicule, c'est aussi le fait que si vous avitaillez, si vous biberonnez sur une station publique, ce n'est pas tout à fait le même coût de kilowattheure que si vous le faites sur votre site. Donc nous, ce qu'on vous propose, et ça se fait très facilement, c'est de simuler votre parcours
et de voir dans quelles conditions ça passe ou ça ne passe pas, et de mettre en face éventuellement des coûts de ravitaillement, des coûts d'installation qui donneront une vraie valeur à votre coût de transport. C'est dédié, enfin, ça peut être un parcours dédié frigo. Très clairement, on a la possibilité de simuler de la caisse sèche ou de la caisse frigorifique, avec même faisant varier la température de la caisse à l'intérieur. Alors, on le sait, la transition énergétique ne se fera pas donc sans les infrastructures. On en parlera dans la troisième partie. Mais bon, qu'on explique bien, qu'on rappelle, parce que je pense que ceux qui sont présents le savent déjà, il y a donc, on disait, une double peine pour le véhicule et également l'équipement. Là, pour un véhicule électrique, la recharge sera double. Donc là, vous avez un partenariat avec Enedis. Vous pouvez nous expliquer pour justement les recharges? C'est avec Engie. On a pris un partenariat. C'est un partenariat dans le sens où on n'est pas des spécialistes de l'électricité, loin s'en faut. On est des spécialistes du camion. Et de la même manière qu'on travaille avec des pétroliers quand on fait des véhicules pour des véhicules Euro 6 ou des huiles ou du carburant, pour l'électricité, on se soucie peu de la qualité de l'électricité, mais par contre on se soucie beaucoup de la disponibilité. Donc effectivement, ce que l'on propose, nous, quand on a des demandes, c'est de faire cette évaluation et de s'en rapprocher des gens qui ont les compétences pour le faire. En l'occurrence, on a choisi Engie, mais on travaille avec d'autres si c'est nécessaire. Alors on le voit, la transition énergétique également impose une mutation des savoirs, en tout cas des métiers également. Vous restez constructeur, alors un peu énergéticien, si après vous proposez également des recharges doubles. Le métier évolue assez rapidement avec la transition énergétique? C'est presque un nouveau métier, c'est-à-dire qu'on est rentré dans des niveaux de discussion avec l'expérience qu'on peut avoir, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On est maintenant encore plus avec les clients sur des sujets où ils n'avaient pas besoin de nous, sur des sujets où tôt ou tard ils seront comme nous avec des références et des réflexes, si j'ose dire, et donc ça redeviendra peut-être un peu plus simple. Mais aujourd'hui, dans ce nouveau monde, et l'hydrogène, ça sera exactement les mêmes points de discussion. Dans ce nouveau monde, eh bien, on a besoin de travailler ensemble de manière beaucoup plus approfondie pour déterminer si on peut ou ne pas électrifier un parcours. Et effectivement, le métier en sens-là change, mais c'est juste passionnant. On rentre vraiment dans des niveaux de calcul, des niveaux de discussion avec nos clients que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Laurent Dobias, vous parlez, vous, pour la transition énergétique, d'ambition cruciale, importante. Donc on le disait, assez rapide par rapport au règlement, notamment pour les porteurs. Ambition importante? Oui, en effet. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Stéphane. C'est important. En fait, je pense que notre industrie est en train de changer. On ne peut plus opérer comme on a opéré dans le passé. On va dire pratiquement en silo. Donc chacun avait sa spécificité, venait avec son produit. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler en dehors de notre zone de confort, aller travailler avec les carrossiers, les fabricants de châssis. Sur l'électrification, aujourd'hui, nous, on offre une offre complète sur toutes les gammes. Un véhicule électrique, comme vous l'avez dit, on ne va pas mettre un groupe diesel dessus. Donc c'est un peu la double peine que notre président mentionnait. Donc il faut qu'on s'adapte et que le groupe frigorifique aille prendre l'énergie sur le véhicule. Ça nécessite un besoin, une collaboration très étroite, parce qu'on est quand même aussi sur il y a des notions de sécurité, hein. On est quand même sur des véhicules électriques, donc tout ça est très important. Et donc ça nécessite une collaboration très étroite avec les fabricants de châssis. Ça, c'est pour les porteurs, petits porteurs. Et sur la gamme semi-remorque, ça nécessite aussi une collaboration très étroite avec les carrossiers. On rentre dans une zone où nous, fabricants de groupes frigorifiques, on n'était pas forcément exposés. Les homologations, on parle de mettre des batteries, d'avoir des essieux avec des génératrices, tout ça doit être homologué. On ne peut pas le faire tout seul, c'est en collaboration avec les fabricants de caisses, de châssis, etc. Ceci nécessite aussi on a besoin de poids, d'ajouter du poids sur le véhicule, répartition de charge, on en parlait tout à l'heure aussi avec d'autres personnes. Donc tout ça nécessite un petit peu,
on sort de notre zone de confort. Il y a plus de travail, de collaboration, plus oui, qu'avant. Ah oui, ça a complètement changé. Je pense que les 3 dernières années, on est rentré dans une collaboration avec l'écosystème complet du transport. Pour moi, c'est quelque chose qui a complètement changé. Donc on ne peut pas simplement se contenter de notre produit. Il faut l'intégrer dans le système, dans l'offre, dans la solution complète, quoi. Avec le point important, la connexion véhicule et puis semi-gamin, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de travail, mais il n'y a pas beaucoup de collaboration, on va dire, entre le jusqu'à présent, on puis... avait des produits qui se suffisaient à eux-mêmes. Donc on montait un produit qui avait son moteur diesel, qui faisait tourner un compresseur, etc. Donc on était autonome. Aujourd'hui, l'énergie, on va aller la chercher où elle est. Elle est pour un porteur, un polymoteur, elle est dans les batteries du véhicule. Donc on travaille en collaboration, encore une fois, pour avoir accès au ePTO, donc avoir accès à l'énergie qui est stockée dans les batteries. Et sur la smearmork, puisque pour le moment, on n'est pas encore... on n'a encore pas atteint, je dirais, les tracteurs électriques existent, mais utiliser l'énergie du tracteur électrique pour la smearmork, on n'est pas encore là. Mais concernant les smearmork, bien entendu, on peut utiliser tout l'écosystème sur la smearmork, les essieux, potentiellement des panneaux solaires, potentiellement d'autres choses qui peuvent être greffées sur la smearmork. Et concernant les données, c'est très important ce que vous dites, puisque nous, notre gamme smearmork est en standard, on a la connectivité. Est-ce qu'on s'aperçoit quand même que les données, les data peuvent nous aider à réduire les émissions les émissions CO2, augmenter l'efficacité. On s'aperçoit que chez un même client, sur 2 smearmork différentes, avec 2 chauffeurs différents, on peut avoir des consommations significativement différentes. On peut aller jusqu'à 50%. Donc on peut aider avec les data à aider nos clients à avoir une meilleure gestion de leurs équipements. Et puis en fait, c'est aussi important, quoi. La meilleure énergie, la plus verte et la moins chère, c'est celle que vous n'utilisez pas. Donc, c'est important, ça, d'aider nos clients à vraiment essayer d'avoir les bonnes pratiques, etc., concernant le fonctionnement du groupe frigorifique. Revenons là sur un exemple concret, c'est le E500, je crois, oui. Sur le fait justement qu'il va chercher l'énergie sur la batterie, qui est un point intéressant. Oui, alors, si vous pouvez nous l'expliquer aujourd'hui, donc on est, que ça soit sur la gamme polymoteur ou sur la gamme porteur. Donc sur la gamme polymoteur, on a un groupe qui s'appelle le E500. Oui, alors là, on travaille en collaboration avec tous les fabricants de châssis. Et donc non seulement on va chercher l'énergie sur les batteries, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que nos clients nous demandent quand même aussi que le groupe frigorifique puisse fonctionner lors du chargement des batteries. Donc ça, c'est encore un autre challenge. Là, sur cette gamme de groupes, on n'a qu'une prise qui sert à la fois pour charger le véhicule, mais aussi pour alimenter le groupe frigorifique. Donc tout ça, je veux dire, là, on est en pleine transition. Il faut qu'on travaille très étroitement avec tous nos clients, parce qu'il y a aussi, regarder le mode d'opération du client, la logistique, et savoir que quand on recharge le véhicule électrique, est-ce qu'on veut faire fonctionner le groupe frigorifique en même temps? Donc ce sont des challenges. Donc avec le E500, oui, on le fait. Et on le fait aussi sur la gamme gros porteur avec notre gamme FrigoBlock. Et jouer avec les nouvelles réglementations qui ne cessent de bouger, je le disais tout à l'heure. Autre outil digital, rapidement aussi? Oui, comme je disais, l'outil digital réellement nous aide à augmenter l'efficacité de nos systèmes. C'est très très clair. Avec les données, on peut aider nos clients à gérer de mieux le groupe frigorifique, le fonctionnement, à augmenter les bonnes pratiques. On a encore, comme je le disais juste à l'instant, on a encore vu certains clients où on voit des zones d'amélioration si on fait les bonnes pratiques du transport frigorifique, quoi. Franck Giraud, donc on va parler maintenant des énergies en elles-mêmes, après donc les constructeurs. Donc l'objectif chez Total et Net, c'est d'ici 2050, donc objectif net zéro, vous en allez en parler pour l'objectif. Mais aujourd'hui, vous proposez tout un mix énergétique également qui va, je crois, du biocarburant, GNV, électrique. Tout à fait. L'objectif, en fait, est commun. L'objectif de Total Energy, effectivement, le net zero emission à 2050, j'ai envie de dire, c'est un objectif que l'ensemble de l'écosystème, avec la prise de conscience des problématiques climatiques, j'ai envie de dire, on est tous
avec cet objectif de diminuer nos émissions de CO2 pour protéger effectivement et l'avenir de la planète et de nos enfants. Au travers de Total Energy, on parlait de pétrolier, mais pétrolier, je pense qu'il n'y en a plus vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des énergéticiens, on a changé de nom de Total en Total Energy, et on est de moins en moins producteurs ou distributeurs d'hydrocarbures, que ce soit de gaz. D'ailleurs, sur la partie gaz, depuis le 1er octobre, on ne propose plus que 50%, à minimum 50% de bio-GNV dans le GNV qui est distribué dans les stations de Total Energy. Sur la partie électrique, on parlait de l'intérêt de proposer de l'électricité, mais qu'elle soit verte. Et d'ailleurs, dans nos stations Total Energy et dans les bornes que l'on opère, on ne propose que de l'électricité qui provient d'énergie verte. Donc encore une fois, c'est être capable de proposer à l'ensemble de l'écosystème les énergies qui soient les plus vertueuses possibles. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas une énergie. Il y a plein d'usages et que pour ça, on a besoin de proposer un panel d'énergie. Et donc c'est pour ça qu'on parle de mix énergétique qui va de l'hydrocarbure. Et on a quand même encore besoin de diesel. On a vu que quand il y a des difficultés d'approvisionnement, rapidement, ça peut générer des difficultés. Donc bien sûr, on a un engagement de maintenir nos stations, les 3500 stations qui sont en France, de façon à délivrer des hydrocarbures qui sont encore aujourd'hui nécessaires à l'approvisionnement et au transport, entre autres frigorifiques. Mais bien sûr, de convertir ces stations, une partie vers des stations soit full électrique. On a inauguré une station à Lyon-Garibaldi il n'y a pas très longtemps, qui était la 5e en full électrique. Et on a plus de 1000 bornes qui ont été installées en HPC dans nos stations Total Energy. Donc ça, c'est plus aujourd'hui, c'est à fin 2023, il y aura 300 stations, 200 en autoroute et 100 sur les zones plutôt ZFE qui auront la capacité de délivrer de l'électricité. C'est aussi du GNV, j'en parlais au niveau de bio-GNV, et c'est aussi des biocarburants. Quand on parle d'électricité, j'ai envie de dire, il n'y a déjà pas de souci si on parle de VUL. Tout l'écosystème en termes de bornes de recharge, que ce soit qui soit opéré par Total Energy ou par d'autres, l'ensemble des énergéticiens, l'ensemble ce qu'on appelle des EPO, ont fait les efforts pour mettre en place suffisamment de bornes au niveau de la France et permettre du rechargement relativement facilement au niveau des véhicules utilitaires légers. L'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt sur le poids lourd. A été annoncé pas plus tard qu'il y a 2 jours la volonté de Total Energy de mettre 480 millions de dollars pour les 4 prochaines années pour s'équiper en hub urbain pour les poids lourds et aussi des dépôts de charging de façon à pouvoir faciliter des corridors de déplacement sur la partie électrique. Donc le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que la transition énergétique, elle est là. Le mix énergétique, il est là. Effectivement, le diesel, 100% diesel, ça n'existe plus et ça n'existera plus. Mais que les solutions proposées, que ce soit par les constructeurs ou que ce soit par les énergéticiens, sont bien là et accompagnent et on va dire évoluent au fur et à mesure de la demande. Pareil pour l'hydrogène. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas encore de massification et d'industrialisation qui permet d'avoir de l'hydrogène à des coûts intéressants, parce qu'effectivement, à un moment ou à un autre, il faut quand même que les coûts soient aussi abordables. Mais l'écosystème est bien en route. On a créé une JV avec un partenaire qui a pour ambition d'installer plus de 100 stations à l'hydrogène de façon à générer des corridors européens pour aujourd'hui répondre déjà aux besoins plutôt de longue distance en termes de transport. Alors un message plutôt rassurant. Revenons sur les hubs EV poids lourds, puisque c'est aussi le thème. Donc, si on a bien compris, ça sera dans des zones spécifiques, c'est ça, donc dernier kilomètre. Donc, je pense que vous avez étudié par rapport au flux. Vous le voyez aujourd'hui, ce matin, donc le transport est complexe, puisqu'il y a le transport frigo aussi. Est-ce que ça a été conçu, par exemple, on peut imaginer des bornes, double bornes, pour le véhicule et également l'équipement ?
Aujourd'hui, quand on parle de ces dépôts de charging, il y a deux types j'ai envie de dire, il y a plusieurs types de besoins auxquels on va devoir répondre. Et effectivement, quand on parle de transport sur de longues distances, il va y avoir des bornes qui vont être installées dans des zones de parking sur les autoroutes de façon à pouvoir recharger les véhicules pendant que le chauffeur sera amené à s'arrêter et à se reposer, voire à dormir. Après, il y a effectivement des dépôts de charging qui seront plus à destination du dernier kilomètre, à proximité des zones urbaines, pour pouvoir rentrer dans les ZFE et de façon à pouvoir permettre des recharges courtes, de façon à pouvoir effectivement effectuer des rotations courtes. Donc l'ensemble de ces études sont en cours, de façon à déterminer effectivement les zones géographiques qui sont les plus adaptées, de façon à pouvoir répondre à ces besoins. Et oui, derrière, l'objectif, c'est de pouvoir recharger le véhicule, et dans le cadre des véhicules frigorifiques, de pouvoir recharger le véhicule pour sa mobilité, mais aussi pour la caisse frigorifique. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cette première partie. On peut vous applaudir en tout cas. Merci de cette intervention. Et pour la deuxième partie, donc, je vais demander à Sébastien d'Ortignac de venir nous rejoindre sur scène, donc de Steph, Jérôme Paillonne de Petit Forestier, Gwenaël Thuet de Lambéret, et nous aurons également dans quelques instants Louis Marguerite, qui est député de Saône-et-Loire, qui réagira à vos réactions et également sur la thématique justement de cette pression législative. Comment concilier l'ambition écologique et approvisionnement des villes en denrées alimentaires avec, je le disais, donc une pression législative de plus en plus grande. L'absence d'homogénéité dans le déploiement des FE, c'est un exemple, et l'incompatibilité également avec les exigences locales. Se poser la question également à savoir s'il n'y a pas un besoin d'une période de transition, donc au cours de laquelle des technologies alternatives, dès lors qu'elles soient plus vertueuses que le diesel, soient autorisées, notamment dans les villes, le temps que l'électrification soit généralisée ou soit un peu plus sur le marché. Sébastien d'Ortignac, donc vous êtes directeur technique véhicule chez Steph. Bonjour. Bonjour. Alors on parle de cette pression, on va dire, réglementaire, législative. Est-ce que vous le ressentez, je suppose, sur le transport, sur les applications, et également par rapport aux différentes énergies? C'est-à-dire que le choix, même s'il y a un mix énergétique, le choix est difficile? Pression. Est-ce que non, c'est le mot? Pas trop en fait. Non, évidemment qu'on a une pression aujourd'hui qui est multiple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une pression de nos clients, on avait une pression de nos fournisseurs. Maintenant, on rajoute une pression réglementaire. Donc l'enjeu, les personnes qui sont intervenues l'ont très bien dit. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y en a plein. Par contre, on est en train d'inventer le monde qui va aller avec. Et que le PowerPoint, il fait rarement la réalité. Ça, c'est un petit message pour l'hydrogène. Après la pression réglementaire, en fait, nous, il y a une chose qui nous chagrine un peu, c'est que, on va prendre l'exemple de Lyon. Donc la métropole de Lyon, c'est 1,5 million d'habitants. Vous avez des villes qui sont dans la métropole, qui demain, on va leur interdire le diesel. Vous faites 3 km de plus, là on pourra utiliser le diesel. Et puis on n'est pas à l'abri que dans le centre de Lyon, on nous autorise que d'y aller en vélo. Donc le mix énergétique, il va être complexe, puisque nos véhicules, ils sont là pour rouler, et qu'ils ne font pas fi de savoir si c'est un découpage administratif ou pas. Donc déjà, c'est une première des problématiques. Et là, on est juste à l'échelle d'une métropole. Ensuite, quand on opère à l'échelle de la France, vous avez Lyon qui va prendre des décisions, Grenoble qui va en prendre d'autres, Toulouse qui va en prendre d'autres, et puis étrangement, nos véhicules, le même véhicule peut aller dans ces 3 villes-là. Donc effectivement, ça complexifie un peu le travail de nos exploitants, et c'est certainement là l'enjeu de demain. Manque d'harmonisation. C'est le manque d'harmonisation, le manque d'interconnexion dans les outils, qui fait que la prise de décision va être de plus en plus complexe. Après, il y a des bonnes nouvelles quand même. Soyons positifs. Soyons positifs. Le système critère, ok, Gilles l'a dit tout à l'heure, était sur des éléments qui étaient techniques et un peu arbitraires, mais au moment où ils ont été mis en place, c'était la réalité.
comment décarboner. Bon, au moins, ça permet d'avoir une base de travail. Après, il faut qu'on arrive à harmoniser la vision politique du système critère de tous nos maires. Parce que là, c'est encore un vaste débat. Et puis surtout, il y a une pression qu'il faut qu'on arrive à intégrer, c'est que l'Europe est là par-dessus tout ça, et que l'Europe, elle a déjà en avance sur les systèmes critères. Donc aujourd'hui, on a des constructeurs qui doivent respecter les normes euro, et on parle de gaz à effet de serre, et les mairies qui nous demandent d'aller vers moins de polluants à l'émission. Pour l'Europe, ce problème est résolu, mais pas pour nos maires. Donc on a un décalage dans le temps de la réglementation, de l'application de la réglementation, qui fait qu'aujourd'hui, on a des carburants qui pourraient décarboner à hauteur de 90%, et on nous les interdit pour aller dans les villes. On devient schizophrène. Et alors justement, prenons le cas de l'électrique. On n'a pas pensé justement... En fait, ce que vous dites, qu'il y a un manque de concertation avec le secteur du transport. Un manque de concertation. Entre les pouvoirs publics, moi, j'irai un peu plus loin. Il y a un manque de connaissance du secteur. Et là, je nous renvoie la balle, nous, transporteurs, logisticiens. Je pense qu'on n'a pas fait le travail d'aller vers les politiques pour expliquer nos métiers et nos contraintes. On a fait le job avec nos fournisseurs. Il n'est pas encore parfait, mais il a été dit tout à l'heure, il y a besoin de concertation parce que le meilleur des véhicules électriques, si on ne peut pas l'utiliser, si on ne peut pas rouler avec, il ne servira pas à grand-chose à part de pot de fleurs. Et aujourd'hui, vu les prix du pot de fleurs, ça commence à poser problème. Et surtout, il y a une notion que moi on m'a mis en tête lorsqu'on discutait avec les ministères, c'est comment est-ce qu'on fait pour rallier écologie et économie. Et aujourd'hui, je trouve qu'on nous met sous pression économique en permanence. Et par contre, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est de l'économique, mais en millions d'euros. Et le monde du transport ne sera pas capable de l'absorber seul. Et il nous faudra l'aide de l'État. Et il faudra aussi et ça c'est un message pour nos partenaires, qu'on ne voit pas la transition économique comme le futur Eldorado. Parce qu'aujourd'hui, nos clients, ils ne sont pas en capacité de le payer parce que nous, consommateurs, nous ne sommes pas en capacité de le payer. Et ça, c'est un message qui est important à faire passer, surtout dans une période d'inflation qui est forte aujourd'hui. Et il ne faudrait pas qu'on rajoute de l'inflation sur l'inflation juste pour maintenir des marges parce qu'on a encore des réflexes du vieux monde et qu'on veut appliquer et on nous explique qu'il faut penser le nouveau monde. Il y a tout à penser. Alors soyons concrets, Sébastien, pour parler justement de cette complexité législative et pression surtout législative. Le B100, c'est ça, on peut l'utiliser dans un moteur, mais pas avec un frigo. C'est là quand même l'ambiguïté. Préciser. Ambiguïté, manque de discussion entre les ministères. Mais oui, effectivement, le B100, c'est une réponse très franco-française qui fonctionne. Quasiment tous les constructeurs ont une solution au B100. Nos frigoristes ont annoncé ou vont annoncer à Solutrans pouvoir utiliser le B100. Super. On n'a pas le droit de mettre du B100 dans un groupe frigorifique qui n'est pas statique. Nous, par définition, nos groupes, ils sont mobiles. On est désolé. Donc c'est là où le raccord entre la volonté politique et l'alignement des différents ministères sur l'acceptation que des énergies vertes et étant considérées comme vertes, puisque le B100 aujourd'hui, on peut avoir l'avis que l'on veut, mais il est critère 1. Donc je considère qu'il est éligible dans les carburants décarbonants, autant l'accepter dans la totalité. En B100 exclusif. Et B100 exclusif ou pas, je suis désolé, je vais avoir une position et là, qui est très personnelle, c'est pas celle de Steph, mais l'intérêt et aujourd'hui la volonté, c'est de décarboner. Exclusif ou pas exclusif, est-ce que c'est vraiment le débat ? Moi, le côté exclusif m'enferme. Demain, si je peux utiliser du HVO, par exemple, ça va décarboner. Que ça soit exclusif ou pas, l'intérêt, c'est que je le décarbone et qu'on diminue les quantités de diesel utilisées. C'est pas ça l'intérêt, c'est pas ça l'objectif de la décarbonation. C'est faire en sorte que demain, on ait une planète plus verte. Si je m'enferme dans une technologie, alors c'est très franco-français, forcément, ça veut dire des investissements, ça veut dire des matériels qui sont moins revendables et moins bankable sur le marché en deuxième monde, etc., etc. Il y a des pays à l'échelle de l'Europe qui disent on veut du B10, du B20, du B30 parce que c'est une évolution dans la transition écologique. Nous, aujourd'hui en France, on est à la fois en train de dire on veut avoir un mix énergétique, mais attention, il faut que ce soit
il faut qu'on soit sûr de tout. Bah non, à nos politiques, à l'Europe, de déterminer quelles sont les énergies qui sont vertes et qui permettent de décarboner, prendre en considération qu'on ne peut pas demander aux constructeurs de développer Euro 7 et de mettre des millions sur la table, et à côté de ça, leur dire « Ah oui, mais le HVO, on ne va pas rouler avec, parce que vous comprenez, c'est pas critère 1, etc. » Bah si, ils ont investi. Ils ont besoin d'avoir des retours sur investissement sur le diesel, parce que comme l'a dit Stéphane, on va utiliser du diesel pour à peu près encore 40 ans, et ça, il faut l'avoir en tête. Et que ces investissements et cet amortissement, il va permettre de financer aussi la transition écologique. Donc soyons cohérents jusqu'au bout et essayons d'aligner à la fois l'Europe, la France et nos politiques locaux sur oui, on veut décarboner, et oui, le monde du transport aujourd'hui est en capacité de décarboner à des hauteurs qui sont proches de l'électrique. Ça s'appelle de la transition énergétique, et dans le terme de transition, ça veut dire qu'on ne va pas faire 100% d'électricité demain. Oui, ça sera demain, mais entre-temps, on fait quoi ? Eh bien, ça s'appelle du B100, ça s'appelle du HVO, et qu'il faut que ces énergies-là soient acceptées dans les villes et qu'elles sont déjà utilisables dans nos véhicules, mais on nous met une barrière réglementaire de où c'est pas exclusif, ou c'est pas considéré comme critère 1, mais ça décarbone. Le HVO qui sera autorisé à la pompe prochainement, le décret va être publié dans 3 semaines. On l'espère. On verra. Jérôme Payonne, vous parlez d'anticipation justement due à cette complexité des calendriers réglementaires, ZFE. Anticiper le plus possible par rapport à cette transition énergétique réglementaire. Oui, et puis rester pragmatique. Pour reprendre le sujet, on parle de ZFE, on parle de décarbonation. Entre autres. Je voudrais juste reposer le sujet. Il y a vraiment ces deux enjeux. Il y a le réchauffement climatique qui nous concerne tous dès maintenant. Il y a les questions de qualité de l'air en ville qui se matérialisent notamment par cette réglementation qui a fait réagir depuis 5 ou 10 ans toute la profession et qui a créé beaucoup de questions et d'interrogations auprès de nos clients. Aujourd'hui, avec les décalages qu'on constate dans la mise en œuvre de ces réglementations, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'il y a un rééquilibrage en fait dans la préoccupation entre la ZFE et la contrainte législative immédiate qui était le point de focus et l'enjeu de réchauffement climatique qui commence à devenir quelque chose dont chacun s'empare avec son degré propre de responsabilité. Je pense que c'est sain parce que ça permet de ne pas perdre de vue cet enjeu majeur pour l'humanité et donc d'avoir des stratégies qui, à moyen terme, répondent aux deux enjeux. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe différentes solutions qui ne répondent pas chacune de la même façon à ces enjeux. Le gaz, quand il n'est pas bio, répond difficilement aux enjeux de réchauffement climatique. Le B100 peut répondre sur les deux enjeux, mais avec des questions d'approvisionnement à l'échelle qui peuvent interroger, etc., etc. Nous, on considère chez Petit Forestier, compte tenu de la spécificité de nos clients, qui sont quand même pour beaucoup des gens qui font de la distribution urbaine, petit régional, etc., et pas tant du grand transport routier comme certains de nos confrères ici, que l'électrique peut répondre à l'échelle et peut être une excellente réponse à l'échelle parce que elle coche les deux cases en fait. Elle coche plutôt bien la case de la qualité de l'air en ville avec des émissions de pots d'échappement qui sont nulles, des émissions de frein qui sont très limitées, toujours des émissions d'usure de pneus, mais ça il y en aura toujours. Et elle coche très bien la case, notamment en France, de la décarbonation, puisqu'on a des taux d'émissions de CO2 qui sont de l'ordre de 10 ou 20% par rapport à ce qu'elles sont en diesel. Donc forte réduction. Donc c'est pas une technologie unique, ça va pas répondre à tous les usages, mais dans notre logique de gestionnaire de parc qui a 80 000 véhicules à faire tourner, ça nous semble être la solution à privilégier. Et après, on aura toujours la complexité de la transition où il faudra, comme beaucoup d'acteurs, gérer plein de natures d'énergie différentes. La bonne nouvelle de l'électrique, c'est que ça permet aussi, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la réglementation de la ville, aujourd'hui, on n'a pas vu de réglementation qui exclut l'électrique dans les centres-villes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est aussi une réponse qui marche tout le temps. C'est son avantage et ça permet un petit peu de passer outre cette complexité, ce maquis législatif qu'on peut constater, la créativité locale que peuvent avoir les élus. Je voudrais aussi dire un mot sur le véhicule. Un véhicule, on l'a dit, c'est un châssis, c'est un groupe, c'est aussi une caisse.
et c'est aussi des équipements. Remplacer un... Alors je vais juste faire la minute d'autopromo, vous m'en excuserez, concernant la caisse. Il se trouve qu'au sein du groupe Petit Forestier, on a un carrossier qui s'appelle Le Capitaine, qui, il y a 2 ans, avait gagné le prix Libner pour son innovation urbaine qui allège la caisse et qui permet d'embarquer plus de poids et notamment de tamponner en partie le poids des batteries dans un véhicule électrique. Cette année, ils ont regagné le prix Libner pour une caisse qui est recyclable à l'infini. C'est une caisse en PET recyclée qui peut se recycler à 97% et qui peut permettre de rentrer dans une logique de réutilisation à l'infini ou presque de la carrosserie frigorifique et qui se manifeste par une carrosserie qui dépense 76% de CO2 en moins à la fabrication. Donc un pas de plus vers la décarbonation. Fin de l'autopromo, c'est fait. Je leur avais promis. Sur le remplacement d'un véhicule au diesel par un véhicule électrique, ou quelle que soit l'énergie qu'on va lui substituer, ça a été un petit peu dit, on n'est pas dans du copier-coller, on est vraiment dans tout un écosystème qu'il faut transformer en parallèle et en même temps. La formation du conducteur, l'approvisionnement en énergie, la maintenance, etc., etc. Donc tout ça, c'est des sujets qui, une fois qu'on a adopté une technologie, qu'on l'a choisie, doivent se mettre en place progressivement et doivent être accompagnés. En tant que loueur et en tant que prestataire de service, ce qu'on essaye de faire, c'est globalement de faire en sorte que ça se passe le plus naturellement possible pour nos clients en leur fournissant des outils pour leur faciliter la vie. On a une carte des ZFE en ligne, on a un outil de comparaison de TCO sur lequel on est en train de travailler qui tient compte des spécificités du frigo et qui permet de simuler au mieux le delta de coût qui reste positif aujourd'hui encore, mais qui tend vers 0, etc. On a des outils pour simuler des tournées, simuler des transitions de flotte, donc on essaye de faire en sorte que ça soit un accompagnement à la transformation de cet écosystème, parce que quand on est un traiteur, et même quand on est un gros acteur avec une flotte importante et des professionnels de la gestion de parc, c'est des questions qui sont stressantes, qui peuvent amener à ne pas trop savoir quoi faire. Donc on essaye de se positionner à leur côté. D'une façon générale, quand on a préparé cette conférence, on a évoqué bien sûr la transition énergétique. Vous m'avez parlé que vous jouiez dans l'univers global, l'univers donc concernant cette transition énergétique. Est-ce qu'il ne manque pas des acteurs autour de la table justement pour avancer, notamment chargeurs, consommateurs ? Je ne sais plus ce que je vous avais dit quand on a préparé cette conférence. C'est-à-dire que pour avancer justement, ce qu'on disait par rapport à tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire qu'on parlait d'échanges tout à l'heure entre les pouvoirs publics et vous autres acteurs, mais est-ce qu'il ne manque pas d'autres acteurs du secteur ? Oui, de toute façon, c'est un écosystème, c'est-à-dire que c'est une chaîne logistique. Par définition, il y a les chargeurs, il y a les clients finaux, il y a tous les intermédiaires logistiques entre les deux. Donc, c'est la même chose que cette notion d'écosystème autour du véhicule. C'est un écosystème autour de la chaîne logistique. Si on veut que ça change, que ça évolue, on ne peut pas oublier un maillon quel qu'il soit. Donc ça nécessite forcément une concertation. Comme le disait mon voisin, c'est pas toujours le point fort, même s'il y a des tentatives qu'on peut louer d'interroger les acteurs économiques, mais clairement, il faut à un moment donné que tout soit cohérent. Parce que dès lors qu'il y a une incohérence quelque part, ça met en péril toute cette chaîne en fait. Gwenaël, tu es donc chez Lamberet l'innovation qui est l'ADN de Solutrans, on le connaît, et vous le présentez, vous avez des prix aussi, vous connaissez. L'histoire va s'écrire autrement, vous m'avez dit, concernant la transition énergétique. L'un des points importants pour vous, c'est la notion de calendrier. Parce que qui dit innovation, il faut concevoir bien en amont on va dire, toutes les nouvelles technologies. Ce côté réglementaire a un point important justement pour cette conception de nouvelles technologies. Pas la réponse, on la connaît, mais... Oui, alors c'est pas le plus important, mais avant de démarrer, je voudrais vous remercier de l'invitation déjà, et bonjour à tous. Moi, ce que je retiens quand même des premières interventions, et je suis totalement en phase avec ça, c'est que l'histoire, elle va s'écrire ensemble. Et je pense effectivement qu'on a vécu sur les années passées en essayant chacun dans notre coin de développer des solutions. On est arrivé chacun dans son coin. Oui, et on est arrivé au bout du système parce que si on veut être efficace, il faut que chacun soit bon dans son domaine
Et il faut surtout, pour des raisons économiques, éviter la duplication des équipements. Donc il faut vraiment qu'on se mette tous à travailler en collaboration et que chacun soit un expert dans son domaine. J'allais le dire le reste, mais dans un esprit collaboratif. Je vais juste vous citer un petit exemple. Nous, des groupes électriques, dans notre groupe, on en fait depuis plus de 20 ans. Donc on a une petite expérience sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase effectivement d'adaptation d'un groupe électrique sur un véhicule thermique. Et donc on a vu effectivement que ça marchait plutôt bien. À partir du moment où on avait du courant sur la batterie 12 volts d'alimentation des auxiliaires. Et puis quand les premiers véhicules électriques sont arrivés, effectivement, s'est posé la problématique de savoir comment on pouvait faire fonctionner ces groupes électriques. Et là est arrivée une deuxième phase, celle du développement, où il a fallu se dire il faut qu'on réduise la consommation de notre groupe, que notre groupe soit moins énergivore. Et c'est un challenge qu'on a relevé. On a été primé pour ça d'ailleurs sur ce salon de Solutrans il y a 4 ans, avec notre nouveau groupe qui est totalement intégrable sur un véhicule électrique. Et à 4 ans, on ne rajoutait pas de batterie pour le faire fonctionner. On avait une consommation. Et je pense que cet exercice-là, voilà, je passe un petit message pour les marchands de groupe, c'est aussi un exercice qu'il faut faire. Il faut concevoir des groupes qui fonctionnent en électrique. Aujourd'hui, on a des groupes mixtes. Alors c'est bien, on vit avec, on va continuer à vivre avec. Et je pense que c'est une bonne chose. Par contre, je pense que si on doit regarder vers l'avenir, il faut vraiment des systèmes les plus optimisés et les plus efficaces possibles. Alors ça, c'est... Pour rebondir sur votre question, effectivement, le calendrier est très important. Il y a 2 ans, effectivement, à Solutrans ici, on voyait déjà beaucoup de solutions arriver sur le marché. Il y en a des nouvelles aujourd'hui. Très clairement, toutes ces solutions, elles ont un coût. Alors on a plus ou moins abordé le sujet, mais il y a quand même de nombreux freins à l'achat aujourd'hui. Le prix en fait partie. C'est vrai qu'il faut pouvoir se les offrir. Et puis on commence à avoir un peu de tension quand même sur la partie économique. On parlait des taux d'intérêt, mais globalement, on pressent quand même une petite période un peu difficile, on va dire. Donc l'aspect économique va quand même prendre le pas sur beaucoup de sujets, malheureusement sur la décarbonation aussi. Donc il faut être vigilant là-dessus. Il faut proposer des solutions qui soient acceptables par le marché. Et donc essayer au maximum de lever tous les freins qui empêchent de basculer à l'achat aujourd'hui. Donc ça c'est sur un calendrier, je dirais 2025-2030. Et puis on a dit effectivement 2030, il va se passer autre chose après. Parce qu'il y aura effectivement de nouvelles technologies, parce qu'effectivement de façon collaborative, on va tous se mettre autour de la table et on va tous travailler ensemble. Il y aura des tracteurs électriques sur la route, on va pouvoir bénéficier des IPTO, on va travailler avec les marchands de groupe, on va avoir des nouvelles solutions de batterie, il y aura des nouveaux essieux à génération électrique, alors pas forcément sur un mode dynamo comme on a aujourd'hui, mais sur un mode plus vertueux de récupération d'énergie au freinage, et ça c'est un horizon un peu plus lointain. Par contre, aujourd'hui, on est en 2024 et il faut passer à l'action. Et donc, pour pouvoir passer à l'action, il faut essayer au maximum de lever tous les freins qui existent aujourd'hui à l'achat. J'ai parlé du prix, mais il faut parler aussi d'obsolescence. Quand aujourd'hui, un client il investit sur du matériel dans notre domaine, dans celui que je connais, qui est le transport frigo, à minima, il va garder son véhicule 6 ans, 9 ans, 12 ans. Alors, je rebondis juste sur la recyclabilité des caisses frigo, c'est quand même la réglementation qui s'impose. On ne peut pas garder à vitam aeternam une caisse frigo. Après, et on peut réutiliser les matériaux pour en faire. Après, au-delà de ça, donc ça veut dire qu'il faut travailler sur la durée, sauf que l'équipement qu'on investit, malheureusement, dans la partie électrique, il fonctionne avec une batterie, et la batterie, elle perd de la performance au fil du temps. Donc il faut s'assurer que la batterie qu'on embarque au départ, elle est suffisante pour aller jusqu'à la fin de vie du véhicule, parce que le client, lui, il ne va pas pouvoir changer d'exploitation tous les 3 ans en disant j'ai perdu de la capacité, donc je ne peux plus faire ce que je faisais. Donc voilà, donc il faut lever ce frein-là aussi. Et puis, il faut aussi compter sur la valeur résiduelle du véhicule. C'est vrai que quand on investit aujourd'hui, on compte quand même à un moment pouvoir revendre le véhicule. Et embarquer une techno aujourd'hui
qui pourrait être obsolète demain, ça peut être une option minorante sur la valeur résiduelle du véhicule. Donc c'est un frein supplémentaire. Et puis malheureusement, alors on a parlé de recyclage, mais il y a recyclage des batteries. Et celui qui achète un véhicule équipé d'une batterie, qui se pose la question effectivement du réemploi de cette batterie, voire même de la recyclabilité de la batterie. Et la question, il faut se poser au moment de l'achat. Alors, on parle beaucoup de mix énergétique, c'est beaucoup, en même temps qu'on parle de transition énergétique. Vous préférez dire, on accompagne nos clients notamment sur le mode hybridation, en attendant que peut-être que les énergies soient prêtes, ou en tout cas les équipements. Oui, alors, la réponse qu'on apporte, et effectivement, on lance une nouvelle offre à l'occasion de Solutrans, qui s'appelle l'Ambre Énergie. En fait, c'est effectivement sur un mode hybridation. Alors, déjà, le premier mouvement, c'est déjà de pouvoir accompagner les clients. Et accompagner les clients dans la durée. Et ça, c'est une vraie révolution pour nous en tant que constructeurs. C'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude d'aller chez les clients, essayer de leur vendre du matériel. Et puis, notre métier s'arrêtait quasiment au moment où le véhicule franchissait la barrière de l'usine. Aujourd'hui, on change complètement de format. On doit aller chez les clients, analyser avec eux leurs besoins, essayer d'apporter la meilleure solution sur la durée, sur une durée contractuelle qu'on doit contractualiser avec eux. Ça veut dire effectivement des nouvelles équipes dédiées à cette activité, puisque nos équipes existantes ne sont pas capables aujourd'hui d'être, parce que c'est une fonction assez technique, je crois que c'est quelqu'un de chez Mercedes, c'est vous, monsieur, qui avez dit effectivement qu'il faut aller jusqu'à l'analyse de la tournée du chauffeur. C'est quand même des analyses très précises de ce que le client va faire avec son camion. Donc il faut des gens qui soient des spécialistes dans cette partie analyse, mais aussi être capable d'expliquer au client, il y a des contraintes sur l'équipement, et votre équipement, il ne sera pas capable de tout faire. Et ça, il faut être capable de l'expliquer et de partager avec le client pour pouvoir dimensionner. Donc c'est effectivement des nouvelles équipes. On va étoffer nos structures de ce point de vue-là, clairement, pour pouvoir accompagner sur la durée. Et donc, sur l'horizon 2025-2030, je pense qu'il faut imaginer un mode hybridation. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quand même un parc roulant existant. Donc on ne va pas basculer sur des nouvelles énergies sur l'ensemble du parc tout de suite. Donc, je pense que l'hybridation est une bonne solution sur un système de rétrofit pour pouvoir effectivement coupler les deux énergies, le diesel qui est déjà embarqué. La plupart des groupes frigos sur la gamme semi-remorque bénéficient des deux technologies, c'est-à-dire le diesel quand je roule et l'électrique quand je suis à quai. Et on profite de cette possibilité de fonctionner en électrique pour apporter une batterie avec un système de conversion piloté qui permet effectivement de faire fonctionner le groupe en électrique en roulant. Donc ce mode hybridation, il est possible dans deux schémas. Un schéma sur véhicules neufs et un schéma rétrofit sur des véhicules existants. Merci beaucoup. Alors, on souhaitait faire réagir également les boutiques, puisque qui dit pression législative dit bien sûr politique. Je vais laisser la parole au député de la Saône-et-Loire, Louis Margueritte. La Saône-et-Loire qui est également une terre industrielle du secteur, justement. Louis Margueritte n'a pas pu venir ici à Solutrans pour cette conférence, donc il s'exprime à travers une vidéo. Je vais le laisser s'exprimer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Margueritte, je suis député Renaissance de Saône-et-Loire, élu à Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines. Et je suis très heureux d'être avec vous à distance aujourd'hui pour ce salon Solutrans, au cours duquel nous parlons, vous toutes et tous, vous professionnels du transport, vous professionnels de la route, vous professionnels du transport spécialisé, pour parler transport routier bien évidemment, et pour parler transition écologique et énergétique. Ce qu'on essaie de faire, nous, action publique, nous, décideurs publics, gouvernement, majorité, administration, c'est comment on concilie bien évidemment les exigences de croissance, les exigences de création de valeur, avec les enjeux de la transition écologique, environnementale, énergétique, qui ne fait plus débat, et c'est heureux. Évidemment, on est parfois dans des contraintes orthogonales, et vous êtes les premiers parfois à les
subir, en tout cas à les contester, et c'est sain. Et donc la question, c'est comment on arrive à faire converger tout ça. On voit bien qu'on va vers plus de verre, plus de transport propre, plus de transport respectueux, et c'est sain, et je pense que c'est un objectif partagé. On voit bien en même temps que ceux qui ont voulu les mesures les plus dures, je pense à certaines municipalités, face au mur, on a tendance à parfois un petit peu reculer, ou en tout cas à se donner l'aménagement nécessaire. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre incitation, message clair envoyé aux uns aux autres en disant dans quelques mois, dans quelques années, on ne pourra plus se permettre de rouler avec du matériel qui soit polluant au-delà d'un certain seuil. Et en même temps la nécessaire adaptabilité. Donc je crois qu'il faut se sortir des slogans convenus d'un côté, pas de ZFE, jamais de la vie, et de l'autre côté sur il faut tout réglementer à outrance tout de suite, là maintenant. Et je pense qu'on peut trouver un juste point d'équilibre. Donc on voit bien d'ailleurs que le transport routier, pour répondre à votre question, consomme moins, une baisse d'émissions des taux de carbone de 12% cette année par rapport aux années précédentes. Donc c'est bien, il faut que ça continue. C'est beaucoup lié d'ailleurs au changement des moteurs, avec des moteurs plus propres. Et il faut qu'on aille plus loin, évidemment. Donc oui, c'est possible. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu de l'action publique. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour cette partie, messieurs. Et on peut vous applaudir. On va passer à la troisième partie. Et on va parler donc de difficultés, notamment pour les infrastructures, comme accompagner le déploiement des nouvelles énergies. Et je vais demander donc à Jérôme Faramia de venir me rejoindre, des transports NJS Faramia, et à Pascal Sollet, dirigeant d'ATE également, pour cette dernière partie. Pascal, ah oui, je ne voyais pas avec la lumière. Messieurs, merci. Alors, là, ce qui était important également pour nous, en tout cas en préparant cette conférence, c'était d'avoir un petit peu des retours de terrain, vous, donc en tant que transporteur. Jérôme, j'ai commencé par vous, qu'on explique très brièvement ce que vous faites. Donc vous êtes bien sûr en température dirigée, avec, je crois, du gaz, du B100, vous êtes 30 véhicules au total? C'est ça. Alors on a une centaine de véhicules, et aujourd'hui on a 30% de notre distribution qui est critère 1. L'histoire du gaz, nous, a démarré en 2016. On a croisé Gilles sur l'intervention précédente. On l'a démarré effectivement avec Scania. Et on l'a démarré un peu sur un véhicule image. Et quand j'entends ce qu'on se dit de l'électrique, j'ai l'impression de faire un webback d'une dizaine d'années sur effectivement la nécessité d'eux par rapport à une responsabilité sociétale, responsabilité d'ailleurs que les chargeurs, nos clients, ont prise. Et quelque part, on a essayé, dans l'élan, d'avoir la technologie nous permettant de pouvoir continuer à faire notre métier. Alors nous, ce véhicule-là, il était top, sauf qu'il consommait énormément, sauf qu'il fallait dérouter nos camions pour faire le plein de gaz de ce véhicule, etc. etc. Bon, ça ne nous a pas contrarié, puisqu'aujourd'hui, on a 25% de notre distribution qui se fait sur du gaz, sur du GNC, avec nos constructeurs. Aujourd'hui, on le fait parce qu'on a une station gaz qui est à portée de fusil de notre site, parce que l'autonomie de nos véhicules nous permet effectivement de fonctionner, parce que le frigoriste aujourd'hui qui nous accompagne, en l'occurrence Carrier, nous a permis d'avoir une solution qui, par l'éco-drive et la solution de rechargement via l'alternateur du véhicule, nous permettent d'être finalement 100% dans une démarche assumée. Mais ce qui est vrai, et ce qui nous a poussé, c'est pas forcément les contraintes réglementaires qui se cherchent et qui sont disparates d'une municipalité à une autre, c'est nos clients qui nous ont dit il faut y aller. Il faut y aller parce que demain, on a la menace de ne pas pouvoir continuer à faire notre métier. Donc, vous parlez des chargeurs, hein, c'est ça? Les chargeurs, oui, tout à fait, ouais. Les chargeurs, exactement. Et dans notre portefeuille, aujourd'hui, on travaille pour une grosse partie avec de la GMS. Et c'est vrai que ceux-là ont été moteurs dans notre mode de fonctionnement. Et effectivement, tout ce qu'on recevait en termes de sollicitation de nos clients ou de nos prospects, c'était des appels d'offres avec effectivement une nécessité d'aller sur des solutions gaz, etc., etc. Ça, c'était vrai il y a 4-5 ans. Les appels d'offres qu'on retrouve aujourd'hui, on ne parle plus de gaz. Alors moi, j'ai des véhicules aujourd'hui qui sont au gaz, avec des principes qui m'ont permis de pouvoir continuer à rouler, parce que le gaz aujourd'hui a été une énergie extrêmement inflationniste. Justement, ça peut être la cause d'ailleurs qui... Je sais pas, c'est la cause. C'est complexe à étudier le pourquoi de l'inflation ou de l'envolée des prix sur l'énergie. Ce que je sais, c'est que nous, transporteurs, on a un mécanisme qui nous permet de pouvoir se sécuriser, qui est l'indexation énergie. Donc en l'occurrence, l'indexation gaz. Et donc on a démarré, nous, la deuxième vie de nos véhicules gaz, enfin du moins le renouvellement de nos véhicules sur des véhicules gaz qui sont performants et qui sont complètement symétriques par rapport au mode de distribution que nous avons, avec effectivement un contexte inflationniste qui nous a permis de dire, ok,
Nos chargeurs nous demandent d'y aller, ils nous accompagnent. Alors quand ils nous accompagnent, c'est dans la démarche, un petit peu moins dans le prix parce qu'eux-mêmes doivent faire face à un équilibre économique, où hélas parfois nous sommes aussi la variable d'ajustement par rapport au prix proposé auprès du consommateur final. Et là le gaz, aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte inflationniste. Moi, le gaz me coûte, en termes de prix, 8,5% de plus. Les revalorisations des clients sur l'année passée ne m'ont pas permis de compenser ça. Donc j'ai une énergie gaz aujourd'hui qui coûte 20% moins cher que le diesel. Mon mécanisme d'indexation énergie aujourd'hui, finalement, me protège un petit peu moins parce que je suis moins dans un contexte inflationniste. Donc j'ai une démarche aujourd'hui vertueuse, proactive par rapport à mes clients, mais dans mon équilibre économique aujourd'hui, je m'en retrouve menacé. Si bien qu'aujourd'hui, je me dis oui, il y a l'électrique très 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 loin, et on verra quand ce sera abouti. Mais à date, on est en 2023, on se projette sur 2030, puisque quand on fait le choix d'un véhicule, il faut l'assumer. À l'époque 5 ans, puis 6 ans, aujourd'hui 7 ans. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un effet pendant des années, vous parliez que vous étiez un peu précurseur avec le Oui. gaz, de la part, bon alors on ne sait plus qui vraiment, mais notamment des chargeurs, d'effets de communication, d'avoir un véhicule dans une entreprise. Et du coup aujourd'hui, on en parlait avec la législation qui s'impose de plus en plus ces ZFE, c'est que vous vous retrouvez tout seul en fait puisque c'est imposé d'avoir des véhicules, des parcs, on va dire qu'il y avait un effet crainte au départ, qui a fait que tout le monde s'est engagé dans la démarche. Aujourd'hui, il y a un effet coût. Et on se dit finalement, on va un petit peu à tâtons par rapport à la contrainte, et tant qu'on n'instaure pas la contrainte et les aides associées, parce que ça va de pair. Et qui paye quoi aussi ? Oui, exactement. On se retrouve dans une incertitude, et dans l'incertitude, nos clients, les chargeurs, trouvent des solutions qui sont viables et à leur portée, ou à leur portée de leurs clients. Il y a un effet mécanisme. Et aujourd'hui, effectivement, on se dit, on a été précurseur, ça a eu fonctionné, on se retrouve dans une nécessité de renouveler à nouveau notre parc. Entre 2023 et 2030, qui est finalement un petit peu la date cible, on a encore 7 ans. Est-ce qu'on reste dans notre démarche de précurseur, ou est-ce qu'on va sur une solution de diesel en se disant, bah oui, économiquement, c'est la solution la plus viable ? Bon, depuis, il y a le B100, qui est une alternative pas trop mal. Avant de laisser la parole à Pascal, j'aurais juste, Jérôme, que vous nous expliquiez, parce que c'était intéressant en préparant cette conférence, vous m'avez parlé du repiquage de gaz, qui est donc, c'est le groupe froid qui s'alimente sur le réservoir de gaz du véhicule, c'est ça ? Alors j'ai dû vous parler rapidement quand on a préparé cette entrevue, sur le fait qu'effectivement, notre solution frigo... C'est moi qui résume mal, peut-être. Ou mon expression compliquée. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a effectivement une solution gaz. On aurait pu, il y a de ça, une solution traditionnelle réfrigérante sur des groupes frigo classiques fonctionnant au GNR. Parce que ce qu'on ne voulait pas, nous, c'est transiger sur la performance du froid. Le premier engagement qu'on a vis-à-vis de nos clients, c'est de livrer à l'heure et surtout à bonne température. Ça, c'est un engagement inéluctable. Donc il a fallu trouver une solution qui permette de garantir le même niveau de production de froid sans aller chercher une solution traditionnelle qui serait un petit peu à contre-courant de la démarche, par rapport à une démarche vertueuse. Donc on a trouvé des solutions, effectivement, qui, par un système EcoDrive, nous a permis d'utiliser une solution, en l'occurrence une solution Vector, qui est plutôt une solution qu'on retrouve sur des groupes de semis que nous-mêmes nous avons transposés sur nos porteurs de distribution frigo, qui, avec un mécanisme de rechargement par alternateur, nous a permis effectivement de profiter de l'énergie du véhicule, en l'occurrence du gaz, voire du B100 sur les nouveaux véhicules que nous avons renouvelés, qui nous a permis d'être vertueux de bout en bout, en ayant la même promesse client. Pascal Sollet, donc on vous connaît, vous travaillez donc dans la distribution restaurant et puis boulangerie également. Votre expérience, je crois que vous avez eu une expérience également par rapport aux nouvelles énergies que vous avez vite arrêtée à cause de problèmes, je crois, d'infrastructure, c'était ça ? Enfin, de points de recharge. Bonjour. Oui, on a eu une démarche il y a une douzaine d'années d'implantation de groupes frigorifiques cryogéniques qui marchaient au CO2. Effectivement, la limite d'utilisation a été très rapidement la capacité de s'approvisionner en gaz. D'accord. Voilà. Et le gaz, vous l'avez eu combien d'années du coup, comme une camion ? Il y avait 3 camions qui tournaient au CO2. On les a exploités sur 9-10 ans. Et l'arrêt, c'était dû au manque de points de station ou c'était par rapport également au prix du gaz ? Ça s'est mis en place parce que il y avait la station à proximité, tenue par le concessionnaire de toute façon de la marque à l'époque. Aujourd'hui, la question ne se pose plus puisque de toute façon le groupe est arrêté, il est plus commercialisé. Alors pour l'aspect réglementaire, vous dites que le frigo donc, est dérogatoire aujourd'hui. La transition énergétique existe plus à travers le matériel, vous dites, que le règlement proprement dit.
Aujourd'hui, effectivement, quand on lit un peu les ZFE, dans beaucoup de cas, c'est le frigo est dérogatoire aujourd'hui. C'est sûrement pas à terme, mais aujourd'hui c'est le cas. Ça complique encore aujourd'hui, effectivement, nos décisions d'investissement et les solutions à adopter. On l'a vu, on est dans un flou un peu technologique, un peu réglementaire, et nous sur le terrain, on le subit directement économiquement. Vous êtes sur combien de villes à peu près? Combien de villes, là, agglomération? J'en sais rien, j'ai pas calculé. On doit distribuer sur 50 à 60 villes tous les jours. Donc il n'y a pas des ZFE partout, mais ça fait à peu près 2 ou 3 ZFE peut-être? Il n'y en a pas partout, mais on voit que l'application est variée et différente, l'interprétation différente. Chartres, la mise en place au 1er septembre, c'est électrique et le reste. On ne parle pas du Bessan, on ne parle pas... Donc, comment vous faites concrètement sur Chartres, par exemple? Vous avez dû arrêter certains véhicules ou... Sur Chartres, non, on y va de bonne heure, mais ils ont mis des barrières sur la volumétrie du véhicule et l'énergie. Donc aujourd'hui, si vous avez un diesel, il faut être sorti, un gros cubage diesel, il faut être sorti de la ville à 7h du matin. Avec la double peine aussi, ce qu'on disait, véhicule plus l'équipement, ou pour l'instant, pour l'instant les ZFE ne prennent pas en compte l'équipement frigo. Pas en compte l'équipement frigo. Et alors ça veut dire quoi cette transition énergétique? C'est de revoir justement, vous disiez les véhicules, mais les plans de transport, ce qui est quand même important. Si tout le monde va si tout le monde impose son interprétation de la ZFE, on va se retrouver avec une multiplicité de contraintes. Et de fait, oui, il faudra avoir une multiplicité de véhicules, ça va impacter les taux de rentabilité, les taux de chargement. Voilà, on n'est pas un métier à forte rentabilité, je l'apprends à personne. La transition écologique va faire très mal. Et côté client, vous le disiez en préparant aussi, il ne vous pousse pas trop vers justement ces solutions énergétiques, notamment à cause du coût. Il y a eu, ça a été soulevé un instant, il y a eu l'effet de mode, où tout le monde a voulu aller dessus, où ça a été très pressant. Aujourd'hui, le recul s'installe, et même si tout le monde a le souhait et la volonté d'énergie plus verte, et il faut le faire, on s'accorde le temps de la réflexion. Oui. Mais c'est quoi aujourd'hui une expérience décevante sur les nouvelles énergies? Non, il n'y a pas de décevant, il n'y a pas de déception. Il y en a des plus ou moins douloureuses. On en fera encore d'autres très certainement. On verra. On est de toute façon, on va s'adapter à ce que proposeront les concessionnaires, les fabricants. On subit la pression législative. On va s'adapter. Il n'y a pas de solution. Bon, je pense qu'on pourrait parler de la transition énergétique, donc ça sera l'occasion dans 2 ans peut-être. Prochaine conférence, Transfrigoroute. Merci à tous, le temps passe très vite. Merci messieurs en tout cas. Et merci au nom de Transfrigoroute. Merci beaucoup. Poser quelques questions. Merci. Je suis Gilles Olivier, directeur général du groupe Frappa. Je voudrais revenir au tout début de cette conférence. Là, je vais parler en tant que citoyen et directeur général. Le préalable de tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est d'annoncer une corrélation entre l'augmentation du CO2 et l'effet de serre, soi-disant, et un réchauffement climatique. Je vous invite à lire ce que dit le GIEC. Le GIEC fait des simulations. Dans le rapport qu'il rend, il y a 3 parties. Il y a une partie qui est de la simulation informatique uniquement sur une partie radiative, le réchauffement climatique, qui est annoncé comme ça. La deuxième partie, c'est des catégories économiques qui disent on peut investir là-dessus ou là-dessus. Et la troisième partie, c'est un patchwork de solutions dont vous faites partie, qui donne des solutions pour vivre mieux. Et je veux partir là-dessus. Le problème que cela pose, et que je ressens et qu'on développe chez Frappa, c'est de se poser la question, est-ce que les solutions qui seraient bonnes pour la planète, est-ce qu'elles sont bonnes pour l'humanité? Vous l'avez écrit plusieurs fois, le rôle de vous tous ici, c'est d'amener des denrées
alimentaire au cœur des villes, au cœur de chacune de nos assiettes. Et j'ai peur qu'à vouloir répondre à la planète, on oublie l'humanité. Et ce qu'on cherche chez Frappa, c'est d'abord répondre à l'humanité pour qu'elle s'adapte à tout ce qu'on voit. Je ne vais pas dénier ce qui se passe, on voit que ça se réchauffe, mais pour qu'on s'adapte à deux choses, aux caprices de la planète. On voit qu'à la télé, on ouvre le journal télévisé, on voit que des catastrophes. Et à la deuxième chose, probablement à la raréfaction des sources énergétiques, qui seraient par exemple les hydrocarbures. Je fais court. Oui, parce que ce qu'on développe chez Frappa et les questions qu'on se pose, donc c'est celle-là, c'est l'humanité avant la planète. La planète, elle s'en remettra. Ma question, c'est l'humanité d'abord, et surtout, c'est le stockage de cette énergie. Nous, on propose de l'hydrogène qui est au cœur, enfin qui est dans le camion, qui est dans la semi-remorque. On transporte le froid, et ça pose aussi la question du stockage. L'électricité, ça ne stocke pas. Vous l'avez dit, il y a des solutions sûrement d'hybridation intermédiaire. L'électrification, c'est un prototype grandeur nature où il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est bon pour tout ce que vous faites dans la distribution des denrées alimentaires? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Autant profiter. Question, hein, Bon, je crois que c'est... Bah, du coup, merci alors.